Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière session des Daily Talks qui ont été lancés peu après le début du confinement. Et pour cette dernière session qui est en français, nous allons avoir le plaisir de recevoir nos partenaires de Faber Novel qui nous parleront d'un sujet qui fera justement beaucoup sens par rapport à ce qu'on a vécu et surtout ce qu'on va s'apprêter à vivre dans les semaines et les mois qui viennent. C'est un sujet qui est finalement assez au-delà des questions de l'immobilier, mais finalement, les questions de l'immobilier sont aussi les questions que se posent beaucoup d'industries. Et c'est un sujet qui est aussi extrêmement important pour nous et pour notre marque, qui est notamment la question des talents, la question humaine qui est finalement au centre des sujets d'innovation et de transformation. On va donc parler aujourd'hui avec Faber Novel de la naissance d'un nouveau management. Depuis le 17 mars, les managers avancent et décident dans l'incertitude, éprouvant plus que jamais leurs responsabilités. Aujourd'hui, donc, il est peut-être nécessaire de repenser la façon dont on manage, les impacts du travail à distance et les nouveaux enjeux de management pour les années à venir si les sociétés travaillent d'une façon différente. Donc, les équipes de Faber Novel sont convaincues, comme elles le disent, qu'un nouveau management est nécessaire. Donc, on va découvrir de quel management on parle avec aujourd'hui Benjamin Fallot, qui est l'Upscaling Director et Partner de Faber Novel, et Valérie Edry, Transformation and Management Consultant pour Faber Novel. Je vous laisse le micro pour nous présenter votre approche. Bien, merci beaucoup, Nicolas. On va vous partager notre écran, justement pour vous partager notre document. Évidemment, on est vraiment ravis avec Valérie de pouvoir partager ce moment avec vous, cette petite demi-heure, d'autant que c'est un événement, le MIPIM, auquel on a l'habitude d'assister. Alors, habituellement en présentiel, là, c'est une forme un peu différente. Et puis, pouvoir y intervenir, c'est pour nous une chance. Et effectivement, depuis le début de cette crise sanitaire, on s'est beaucoup interrogé au sein de Faber Novel sur les impacts que pouvait avoir cette crise et notamment sur les impacts sur les managers. Et en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est quelles implications ça peut avoir sur les managers en tant qu'individus, mais aussi sur leur mode de fonctionnement. Et on a construit tout cela à travers des échanges qu'on a au quotidien avec nos clients, en interne aussi, beaucoup, parce que chez Faber Novel, il y a aussi des managers, donc comme on a pu le vivre, pour mieux le décrypter et surtout se forger des convictions. Les convictions, c'est important pour nous, au sein de Faber Novel, de pouvoir croire en des choses et de pouvoir finalement mieux analyser ce qui se produit sous nos yeux, qui finalement se construit jour après jour. Et depuis la création de Faber Novel, si vous voulez, les usages de travail, leur mode de fonctionnement est quelque chose qui nous passionne et qu'on regarde de très près, leurs évolutions, parfois les retours en arrière. Et en fait, ce dont on se rend compte, et je pense que là, je ne vous apprendrai rien, mais ce qui se déroule sous nos yeux au jour le jour est absolument unique. Alors, pourquoi c'est unique ? Unique parce qu'en fait, ce qu'on aime bien dire, c'est que la révolution, qui est annoncée depuis plus d'une dizaine d'années, mais la révolution du monde du travail est arrivée en une seule journée et sans aucune préparation, sans prévenir, avec des millions de personnes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées en télétravail en même temps. Et finalement, ce qu'on appelait le futur du travail, donc c'est-à-dire le travail à distance, d'avoir plus d'autonomie, plus d'agilité dans l'équipe, de compter plus sur le résultat que sur le présentiel, est finalement devenu une réalité pour tout le monde, avec au premier plan les managers qui doivent justement faire face à ce nouveau contexte-là. Et puis, au-delà de ces bouleversements dans les usages de travail, il y a tout un contexte avec des enjeux qui sont multiples et très rapides, très brutales. Pour beaucoup, les décisions de mettre leurs équipes en activité partielle. Un marché aussi qui se retourne. Les dernières prévisions, c'est un PIB qui se rétracte de 11 points, ce qui est du jamais vu, en fait, depuis l'histoire de l'INSEE. Et des décisions aussi à prendre dans l'urgence pour préparer l'avenir. Donc, de mixer ces deux vitesses entre je gère l'urgence et en même temps, très rapidement, je dois me pencher sur le futur
ce qui est essentiel, ce qui l'est moins, et rebattre un peu les cartes de la valeur que les entreprises peuvent apporter. Et puis déjà, assez rapidement, des premiers effets structurants avec des entreprises quand même traditionnelles. Nous, traditionnelles, c'est au sens né avant Internet, comme PSA, qui très rapidement déjà ont décidé de faire du travail à distance la règle et non plus l'exception. Et on avait des échanges d'ailleurs avec une grande banque cette semaine qui justement aussi va annoncer ça dans les prochaines semaines, justement de faire du télétravail là aussi la règle et non plus l'exception. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le management, les managers en tant que tels, on a identifié 3 principaux effets. Ce qu'on vous propose ici, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est ce qui nous semble en tout cas important de soumettre à votre sagacité. Le premier, effectivement, c'est d'agir dans une zone d'incertitude, sans visibilité. Et aussi, ce qui était quand même nouveau, c'est de travailler, prendre des décisions dans un moment où on a une dépendance qui est extrêmement forte aux décisions des pouvoirs publics. Je pense que jamais les managers n'ont été autant soumis aux décisions des pouvoirs publics dans leur quotidien. Et ça, ça suppose de travailler différemment, ça suppose de prévoir différemment. Et parfois aussi, cette zone d'incertitude peut paralyser les décisions. Le deuxième sujet, finalement, c'est l'activité continue, alors parfois au ralenti, mais elle continue. Et donc, comment on continue de maintenir cette activité et puis comment on réussit aussi à la réinventer tout en gérant l'urgence, sachant qu'on a des équipes qui sont en activité partielle, qu'on est tous éparpillés et derrière les sujets, et Valérie vous en parlera mieux que moi tout à l'heure, mais comment on réalloue les ressources, comment on repriorise dans un contexte où, parce que crise économique, il y a une tension, une attente particulière sur les résultats. Et puis enfin, évidemment, sur le plan des relations, manager une équipe à distance, ce n'est pas la même chose que la manager en présentiel, avec là aussi des réalités très différentes à gérer. Des personnes qui, justement, ont un environnement de travail chez eux qui est propice au télétravail, ou d'autres qui sont dans des petits appartements, ce n'est pas forcément évident, ou alors qui vont avoir des enfants. Et je pense que ça nous est tous arrivé pendant cette période d'avoir les enfants qui surgissent pendant la visioconférence et qui interrompent totalement la réunion. Et donc, tout ça, c'est autant de facteurs supplémentaires à gérer aussi pour le manager et à prendre en considération. Et évidemment, parce que sinon ce ne serait pas drôle, cette complexité s'accentue avec le déconfinement parce que si pendant le confinement, la plupart des équipes étaient en télétravail en même temps, eh bien là, on rajoute à minimum un paramètre qui est que certains sont revenus au bureau, d'autres ne le sont pas. Ensuite, gérer les règles sanitaires, donc de revoir les espaces de travail, mettre un masque, respecter la distanciation sociale. Et puis après, là, on le sent beaucoup et on sera ravis avec Valérie d'échanger avec vous là-dessus. Le sujet du sens devient absolument primordial parce que quand on est, pour certains, parti de Paris pendant 3 mois, sans retourner au bureau, sans voir ses collègues, eh bien, pour beaucoup, et moi c'est le cas dans mon équipe, plusieurs qui se posent des questions, veulent revoir leur temps de travail, etc. etc. Donc, c'est aussi des choses à intégrer. Et dans ce contexte, si vous voulez, on a travaillé alors, en interne sur ce qu'on a appelé un manifeste, qu'on a appelé le nouveau raisonnable, en partant du principe que finalement, ce que nous vivions était unique et une véritable occasion de se réinventer globalement de notre façon de travailler, de faire du business, de manager évidemment aussi. Et ça pouvait être intéressant d'en faire part et de travailler ces sujets avec nos clients. Et quand on dit être raisonnable, pour nous, ça ne se traduit pas uniquement par ce que nous disons, mais surtout par ce que nous faisons, et notamment par les décisions que nous prenons. Et dans ce contexte-là, il y a plusieurs enjeux qu'on a identifiés, et pareil, qu'on sera intéressé d'échanger avec vous. Mais premièrement, le télétravail est en train de devenir une véritable norme, et donc ça change beaucoup de choses dans nos pratiques managériales.
les espaces de travail, et je pense que ça intéresse aussi beaucoup l'assistance, doivent se réinventer. Une porosité entre les espaces personnels et les espaces professionnels. Et donc, si on vient moins au bureau, peut-être que le bureau sera un espace peut-être un peu différent, peut-être plus de sociabilité plus que de travail, de réception plus que de productivité. Voilà, c'est des choses à échanger, mais qui nous semblent aussi, encore une fois, intéressantes. Et puis aussi, on est dans un contexte qui demande une adaptabilité extrêmement forte. Et finalement, la capacité, la compétence à pouvoir naviguer dans cette zone d'incertitude devient un asset, une compétence en tant que telle, qu'il faut savoir cultiver pour ceux qui l'ont déjà, et pour les autres, réussir justement à les embarquer. Et puis enfin, la question aussi, globalement, de notre impact sur l'environnement et par rapport aux décisions qu'on prend chaque jour. Par rapport à ça, il y a 3 défis qu'on a identifiés que Valérie va vous développer. Le premier, j'en ai déjà parlé, ça va être finalement comment on accepte et on gère cette incertitude. Le deuxième qui va être finalement de s'adapter et de se saisir de ce moment pour se réinventer, de ne pas avoir peur justement de rebattre toutes les cartes. Et puis enfin, de pouvoir faire vivre un collectif et de maintenir l'engagement dans un contexte où ça fait des mois qu'on n'a pas vu l'équipe et ça fait des mois qu'on est dans des rythmes qui sont différents. Je laisse maintenant la parole à Valérie qui justement va développer tous ces notions. Alors, sur certains points, je vais passer plus rapidement compte tenu du temps, mais ce qui nous semblait important, en fait, c'est de comprendre que le manager, il a une place particulière dans l'adaptation de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à la fois au contact des équipes et du top management. C'est un peu lui qui peut permettre à son équipe de s'adapter ou pas. Le premier point qu'on a identifié, c'est que finalement, il y a 5 dilemmes que rencontre le manager qui existaient déjà avant, mais qui ont été exacerbés. Et nos clients ont eu besoin en fait, de mettre des mots aussi derrière ça. On s'est rendu compte que ça a aidé de les comprendre, ces dilemmes, pour pouvoir aussi les gérer au quotidien. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Les situations individuelles d'un côté, donc Benjamin en a parlé, on a des collaborateurs qui sont chacun dans des situations particulières, qui vont avoir des attentes particulières. Et donc, la question va être de comment concilier cette partie humaine individuelle avec les enjeux de résultat de l'entreprise. On ne peut pas privilégier plus l'un que l'autre parce que sinon, les deux sont perdants. Donc, c'est de trouver le bon équilibre entre ces deux dimensions. Le deuxième dilemme, c'est qu'il faut, pour le manager, accompagner ses collaborateurs dans cette incertitude, dans ces nouveaux challenges, tout en y étant lui-même confronté, c'est-à-dire avec lui-même ses propres préoccupations et ses propres interrogations. Le troisième, c'est de savoir gérer le temps pour l'action, c'est-à-dire agir sans avoir forcément toutes les informations parce qu'on est dans un contexte assez inédit. Et en même temps, savoir prendre des moments de recul pour se demander à quel moment il faut faire évoluer les fonctionnements pour ne pas retomber dans des automatismes du passé qui ne généreraient pas forcément la même valeur. Le quatrième dilemme, c'est une approche qu'on voit beaucoup dans la partie investissement. Quel investissement pour le court terme? Quel investissement pour le long terme? Sachant que la partie long terme qu'on a perdue, qu'on avait déjà perdue depuis un moment, qui était presque devenue du moyen terme, est quand même celle qui permet d'avoir une cohérence et une focalisation des actions pour éviter d'avoir finalement que des actions très court terme qui n'auront pas forcément de sens entre elles et qui ne créeront pas la même valeur. Et enfin, le cinquième dilemme qui est très présent, c'est maintenir cet engagement et cette intelligence collective quand on est dans des espaces et des rythmes différents, qui va avoir tout un tas d'implications, mais ce point-là est très important, c'est-à-dire que ce qui fait aussi l'intelligence collective et le collectif, c'est le fait de se sentir appartenir à une entreprise et le fait d'avoir une certaine synchronisation. Les espaces et les lieux différents nous font perdre le contact avec, ne serait-ce que visuel, avec nos collègues ou avec les autres directions, et donc peuvent renforcer le risque de silo. Pour ce faire, ce qu'on propose, nous, c'est un modèle qui permet en fait de repenser les pratiques managériales en regardant 6 dimensions, qui sont évidemment toutes très liées les unes aux autres, mais qui permet de donner un cadre pour se poser la question de ce qu'il faut faire évoluer, de ce qu'il faut garder, ce qu'il faut faire évoluer. Le point important, c'est que dans ce qu'on a vécu comme phase là, on a tous été amenés à faire des changements.
on a peut-être développé certaines capacités qu'on ne croyait pas capables, on a développé des choses qu'on ne pensait peut-être pas être capable de développer si vite. Et du coup, c'est important pour les équipes de faire un bilan pour se rendre compte de ce qu'elles ont réussi à faire. C'est des capacités qui seront utiles pour plus tard. Et puis aussi de se demander ce qu'il faut faire évoluer. Donc, les premiers types de questions se posent sur tout ce qui va être vision et stratégie. Puisqu'il y a une difficulté d'avoir de la visibilité à long terme, comment on donne du sens, comment on entraîne les équipes. En général, les managers et les dirigeants vont devoir se dire, d'abord, communiquer plus souvent pour donner des informations, pour dire ce qui se passe, faire preuve de transparence, et puis finalement se demander, mais les cycles stratégiques vont être raccourcis, donc quelles sont les activités qu'on doit faire évoluer, et se demander toujours à quel moment. Ensuite, on verra qu'on se demandera comment. Le deuxième niveau, qui est celui du pilotage, qui est essentiel pour pouvoir s'adapter, il va falloir se poser probablement des questions sur quels sont les KPI qu'on a besoin de suivre, à quelle fréquence. Ce qu'on constate, nous, chez nos clients, c'est que la fréquence est beaucoup plus rapprochée pour permettre de s'adapter. Et les implications sont qu'il va falloir développer au sein de l'entreprise une culture de la data, de façon à avoir les informations le plus à jour possible et le plus rapidement possible dans les outils, sans avoir besoin de déclencher une série de demandes manuelles qui prennent du temps et qui peuvent empêcher le manager de savoir où il en est, donc de pouvoir s'ajuster. Le troisième volet, alors c'est l'environnement de travail. Benjamin en a un peu parlé. On le voit alors avec différents niveaux. Le premier, celui de la sécurité, et donc comment organiser les locaux pour avoir la sécurité des collaborateurs, qui va s'accompagner d'une question qui est liée plutôt à celle des plannings, finalement, pour ceux qui reviennent au bureau avec la question des mètres carrés et de la distanciation sociale. Comment faire pour savoir qui est présent, enfin qui compte venir, qui est présent à quel moment, et organiser le travail de l'équipe avec ce multidistanciel. Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand on était en confinement, on l'était tous, donc on était quelque part sur une situation à gérer homogène, et que maintenant, on va se poser la question de savoir qui revient pas, qui sera présent, et va modifier aussi tout un tas de choses qu'on va voir dans la partie animation. Alors évidemment, quand on parle d'environnement de travail, il va aussi se poser la question des technologies disponibles. On l'a beaucoup vu en phase de début de confinement, et je pense que ça va se prolonger. Compte tenu du temps qui nous reste, je vous propose de passer à l'organisation du travail, où les problématiques que rencontrent les clients sont essentiellement celles des ressources, c'est-à-dire quelles ressources j'affecte à quelle activité, si je dois repenser mes activités, et comment j'organise une continuité d'activité, alors pour ceux qui sont restés en temps partiel, mais aussi peut-être avec les nouveaux modes de travail, avec la distance, voire avec des personnes qui vont vouloir modifier leur temps de travail. Ça veut dire qu'en termes d'information, en termes de documentation, on va devoir avoir vraiment tous de nouvelles pratiques plutôt vers des stockages communs, de façon à ne pas avoir besoin d'interagir quand on cherche un document ou de pouvoir consulter les documents quand les personnes ne sont pas disponibles. Sur la partie apprentissage, alors évidemment, ça demande de repenser, d'avoir un apprentissage beaucoup plus rapide, d'apprendre plus vite, de désapprendre plus vite aussi. Et parmi les bonnes pratiques qu'on voit émerger, c'est les retours d'expérience réguliers qui permettent de capitaliser sur ce qu'on a appris pour un service et de le diffuser très rapidement aux autres services, aux autres directions, aux autres membres de l'équipe. Et sur la partie également apprentissage, une culture du feedback qui doit être renforcée de façon à permettre d'abord aux collaborateurs d'avoir des nouveaux repères. Sans le feedback, on ne peut pas vraiment savoir si notre comportement a eu un effet positif ou pas. Et aussi de pouvoir avoir des signaux par rapport à ce qui était des feedbacks peut-être positifs avant et qu'il va falloir adapter. Et puis enfin, sur l'animation, qui est la partie la plus large, tout un tas de questions sur repenser les rituels à distance, ou en présentiel, ou en multi-zone géographique, parce qu'à distance, nos interactions ne sont pas les mêmes. Benjamin l'a dit, on n'a plus les signaux faibles. On voit les collaborateurs avec des envies de plus de responsabilité, qui signifie aussi mettre des règles du jeu en place pour que tout fonctionne collectivement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une collection d'individus avec ses propres règles, il va falloir réinventer des règles communes et les expliciter. Et puis, on va aussi probablement avoir des modes d'engagement qui vont être différents, c'est-à-dire le temps présentiel va être utilisé pour autre chose qu'avant.
Voilà pour passer rapidement sur les 6 dimensions. Je vous ai donné 1 ou 2 exemples à chaque fois, mais évidemment, il y a plein de sous-points qu'on pourrait évoquer. L'important, c'est de comprendre que si vous avez ces repères, vous pourrez regarder et puis voir un peu quelle est la dimension ou les dimensions les clés. Du coup, je propose qu'on passe au dernier slide, peut-être. Ouais. Voilà. Et effectivement, pas mal de choses avant de passer aux questions, pardon. Mais finalement, un contexte marché très, très compliqué, des contraintes économiques fortes, une zone de confort qu'on pouvait avoir, qu'on a totalement perdu, parfois des tensions, parce qu'en fait, quand effectivement, ça fait plus de 2 mois qu'on est en télétravail à jongler avec les enfants, la répartition du temps, etc., qui peuvent justement survenir, une certaine fatigue aussi, là, la période est quand même longue, et pour autant, énormément d'opportunités qui se dessinent et qu'il faut absolument, en tout cas c'est notre conviction, sur lesquelles il faut capitaliser, parce que dans 2 mois ou 3 mois, ce sera trop tard, d'autres d'ailleurs l'auront fait. Et dans ce qu'on a imaginé, davantage travailler avec son écosystème, on le voit, les logiques de partenariat n'ont jamais été autant d'actualité. C'est aussi des relations qui ont pu s'humaniser, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup plus de bilatéral pendant en tout cas, c'est le retour d'expérience de nos clients et avec nos équipes qu'on a pu constater, beaucoup plus de bilatéral, donc des relations peut-être plus approfondies, plus suivies, qui ont pu se nouer, et donc une meilleure connaissance de ces équipes, de leurs aspirations, de leurs axes de progression. Dans ces contextes aussi, on l'a vu, là c'est pour le coup un cas qu'on a bien vu avec Valérie, des gens qui se révèlent et qu'il faut continuer de garder et de continuer de maintenir leur engagement et leur donner des perspectives, et d'autres au contraire qu'il va falloir raccrocher. Et puis finalement aussi, vous l'avez peut-être connu en tout cas au début du confinement, cette période exceptionnelle au sens littéral du terme, elle galvanise. Et en fait, toute cette énergie, eh bien, elle demande à être canalisée et orientée vers les bons objectifs, les bonnes priorités de l'entreprise. Voilà globalement ce qu'on voulait partager avec vous. Il nous reste peut-être quelques minutes pour prendre certaines questions. J'espère que vous en avez, ou des remarques. On a dit que le feedback était intéressant aussi, donc on est aussi preneur de vos feedbacks. Merci beaucoup. Moi, alors de toute façon, j'ai quelques questions à vous poser, donc pas d'inquiétude là-dessus. La première est un peu poil à gratter. Vous avez mentionné le télétravail comme finalement la nouvelle norme, et en fait, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Et si je veux prendre les choses un peu à rebrousse-poil, j'ai aussi l'impression que les entreprises commencent à réouvrir leurs bureaux, que les gens commencent à retourner travailler, et que dans des entreprises, alors il ne faut pas faire de généralité parce que ça dépend de la culture d'entreprise, ça dépend de si on se sentait bien avant ou pas. Il y a plein de gens en fait qui sont très contents de retrouver un autre cadre de travail. Donc, quand vous dites que ça va être la nouvelle norme, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui est absolument indispensable aujourd'hui pour les entreprises? Est-ce que c'est les entreprises qui ne le feront pas vont signer leur arrêt de mort, vont être attractives? Jusqu'où on place la chose? Parce que c'est quelque chose qu'on entend en fait énormément, donc j'imagine que finalement, ça peut être un peu plus complexe parfois dans les entreprises. Exactement, il y a plusieurs dimensions qui apparaissent sur ce point. Alors, la première, c'est qu'en effet, par rapport au temps, on va dire, de télétravail, pour ceux qui avaient du télétravail, déjà, il y a une tendance à l'augmenter. Comme vous l'avez dit, il y a aussi des personnes qui sont très contentes de revenir au bureau. Ce qu'on voit en revanche, c'est que cette notion de possibilité de travailler en télétravail, elle est devenue beaucoup plus forte sur la totalité des entreprises qu'on rencontre, et que ça va aussi devenir un élément pris en compte par les talents et par le marché pour recruter. C'est-à-dire que les entreprises qui, à l'époque, refusaient peut-être ou limitaient le télétravail vont peut-être être moins choisies par les talents que c'était le cas avant, parce que finalement, ce point-là va rentrer en ligne de compte dans les conditions de travail. Et on a aussi vu qu'il était possible de faire des choses en télétravail, pas forcément tout, mais que c'était possible. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est aussi devenu quelque chose
plus normé qu'avant. Et j'ajouterais juste un petit point. Là, il y a aussi, je pense, quelque chose qui déforme aussi notre vision, c'est que ça fait pour beaucoup 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Donc, on est des humains, donc on est aussi très content de se revoir. Et, On est dans l'extrême inverse presque, en fait. oui, voilà. Mais c'est parce que ça fait longtemps aussi qu'on ne s'est pas vu. Donc, je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire, que beaucoup sont contents d'être retournés au bureau aussi pour cette raison-là. Maintenant, je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur quel équilibre pour la suite. Et, nous, notre propos, ce n'est pas de dire c'est full télétravail tout le temps, pas du tout. Il y a un équilibre à trouver. Et par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant, la proportion de télétravail sera de fait plus importante. Bien sûr. Il y a un point que vous n'avez pas mentionné et que je trouve intéressant parce qu'on en parle beaucoup moins et ça va être lié à WeWork dont on connaît les péripéties. Les tiers-lieux, on va dire, donc ni la maison ni le travail. Quelle est leur place en fait demain dans cette nouvelle organisation? Bah, alors, on n'est pas devin, hein, mais et c'est À pareil. votre avis? Mais non, mais en fait, c'est quand on parlait du futur du travail, beaucoup d'entreprises assez en pointe disaient que finalement, demain, l'entreprise n'aura plus de locaux et que finalement, ce sera des boîtes à projets. Par exemple, Microsoft à New York n'a plus de bureau, ils sont dans des espaces de travail partagés avec d'autres entreprises, etc., etc. Nous, on mesure quand même ça. On pense, et d'ailleurs chez Faber Novel, on a, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à venir quand ce sera possible, en respectant les distanciations évidemment, mais on a fortement investi dans un bâtiment très beau parce qu'on croit beaucoup à la force de l'environnement de travail. Parce que c'est générateur d'engagement, d'une culture commune, etc., etc. Donc, nous, on continue de croire que les bureaux sont importants. Simplement, ils doivent se réinventer eux aussi. Peut-être plus orientés vers la socialisation, peut-être plus des moments de partage, des moments collectifs, plus que des moments de productivité en tant que tel. Voilà, c'est une conviction qu'on a. Et on voit aussi que les entreprises qui réussissent le mieux, sans vouloir faire de généralité, sont des entreprises qui ont une culture forte et des engagements d'équipe extrêmement forts. Et le lieu de travail est très propice à ça. Question très pragmatique. Dans leur gestion du télétravail, les entreprises vont-elles pouvoir encadrer les zones de travail à domicile, fournir du matériel, s'assurer d'un certain confort des salariés? Avec un petit commentaire, on a vu beaucoup de salariés pliés en deux sur leur laptop pendant ce confinement. Le pire, c'est que sans doute, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient pliés en deux. Mais Alors, c'est sans doute important, j'imagine, dans cette nouvelle donne. Alors voilà, sur ce point, je pense qu'il y a ce qu'on voit venir, c'est que déjà, il y a des salariés qui se sont équipés pour être mieux installés chez eux. Ça, c'est le premier point. Donc, on voit qu'il y a une première adaptation. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que probablement, s'il y a une augmentation du télétravail, généralement, les réglementations arrivent aussi avec, c'est-à-dire que c'est encadré réglementairement. Vous dire ce que ce sera, je ne sais pas vous dire aujourd'hui. Mais il est très probable que, comme tout système s'adapte, on va découvrir en marchant, tout comme on a découvert que quand on était chez soi, on était finalement bien moins installé que peut-être ce qu'on avait comme condition au travail. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place à la fois en termes de mobilier, mais aussi probablement de déconnexion, dont on n'a pas eu le temps de vous parler, mais qui est que finalement, on s'est rendu compte que on était chez soi, donc on gagnait du temps de transport. Mais on élargissait le temps de connexion pour la plupart des collaborateurs et on le sait, c'est une préoccupation en termes de charge mentale. Donc, il y a la partie physique, mais il va aussi y avoir la partie psychologique associée, la charge mentale associée qui va, à mon avis, se réadapter pour pouvoir être… Parce qu'on ne peut pas tenir ce rythme forcément très longtemps. Et on peut aller jusqu'à imaginer une question de droit là-dessus, le droit du travail à domicile ou quelque chose. Potentiellement, j'allais sortir une idée, mais on peut très bien imaginer que pour certaines entreprises qui font du télétravail la norme, et bien finalement que celles qui remboursaient les tickets de transport, et bien finalement ce budget-là soit réalloué pour d'autres choses. Payer la connexion à Internet, payer peut-être un mobilier de bureau pour les collaborateurs chez eux. Enfin, on peut très bien imaginer qu'il y ait des réallocations de ressources, une nouvelle fois,
dans ce contexte-là, totalement, oui. Et donc, du coup, un nouveau droit du travail, peut-être. Pour se rapprocher de la figure du manager, donc une question d'Audrey pour commencer à aborder ce point. Comment amenez-vous les entreprises et les managers à être sensibilisés au fait que les situations individuelles doivent être écoutées? Alors, j'imagine doivent être écoutées particulièrement dans un contexte de travail à distance où, comme on ne voit pas les gens, on est peut-être moins sensible à ce qui peut leur arriver ou leur état psychologique. Alors, sur ce point, il y a vraiment beaucoup de réponses possibles, enfin, beaucoup de leviers possibles. La première, je vais partir quelque chose de très positif. Je pense que face à ce qu'on a vécu, on a tous eu cette sensibilité-là, notamment au début, c'est-à-dire de prendre soin les uns des autres. Après, je pense qu'on a eu aussi un effet qui était sur les charges de travail pour certains importants ou la déconnexion importante, où là, on amène justement les managers à réfléchir, à capter ces nouveaux signaux faibles, ces signaux faibles de façon différente, c'est-à-dire faire attention à ceux qui peut-être communiquent moins ou interagissent moins qu'avant à distance, mettre en place des points one-to-one et aussi capter les signaux on va dire, d'excès de communication, qui peut être aussi un besoin d'attention exprimé différemment. De créer par ce lien justement des remontées d'infos, mais aussi de ritualiser la prise le pulse check, des enquêtes régulières pour pour capter, pour voir les évolutions globales, notamment auprès des équipes. Donc ça, beaucoup ont mis en place de façon hebdo des enquêtes. Et après, en fonction, j'ai envie de dire, aucun manager n'est vraiment identique. Donc en fonction des sensibilités managériales, il y en a certains qui le font naturellement et d'autres qu'on va accompagner, non pas parce qu'ils n'y font pas attention, mais que ce n'est pas le premier point qu'ils vont regarder. Or, on sait que l'humain est très important dans l'efficacité collective et donc de leur dire attention de ne pas négliger par d'autres critères cette dimension. D'accord. Effectivement, les petites enquêtes, nous, on y a eu droit de façon beaucoup plus régulière et effectivement, c'est efficace parce qu'on a presque l'impression que voilà, il y a une forme empathique liée à ces questions et plus ça arrive régulièrement, plus on se dit, OK, les gens se posent des questions à ce sujet. C'est effectivement important. Un point pour moi que j'ai beaucoup entendu dans mon environnement, c'est une forme de difficulté dans cette situation à travailler sur de l'informel. Beaucoup de formalisme, quasiment que du formalisme. Et du coup, alors que ce soit le manager ou le collaborateur qui aime aussi faire passer des messages de façon informelle, qui se nourrit d'informations dans les couloirs ou autres, ben en fait, derrière un écran, il ne sait plus trop comment faire. Est-ce qu'il y a des techniques, des outils, peut-être même des applications, je ne sais pas, qui peuvent être utiles ou des petits conseils que vous avez à donner pour les gens qui adorent l'informel et qui sont un peu perdus? Je pense qu'on a tous nos petits trucs. Mais effectivement, c'est le point qui, moi d'ailleurs, à titre personnel, m'a vraiment perturbé au début. C'est que j'avais l'impression de ne plus rien sentir. Parce que quand on présente, on a un rituel, hein, comme tout le monde, le lundi matin. Et en fonction des réactions, des questions, on prend le pouls, etc. Puis on voit la gestuelle est très importante. Donc ça, on l'a plus, on est coupé de ça. Après, moi, le petit truc que j'ai trouvé, c'est d'avoir très, 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 très souvent l'équipe au téléphone en bilatéral, en one-to-one. Et parfois, sans forcément que ce soit prévu, d'appeler, de tenter, en respectant évidemment l'activité partielle, etc. Mais d'appeler comme ça, de façon informelle, comment ça va, sans forcément avoir de choses à dire ou de choses à demander. Ça, c'est hyper important. D'appeler juste pour prendre des nouvelles et savoir comment ça va. Et en fait, on comprend plein de choses. On comprend le contexte de travail. Est-ce que les enfants sont difficiles ou pas? Est-ce que la maison pour travailler est agréable ou pas? Enfin, et moi, ça m'a, à titre personnel, beaucoup aidé. Et puis après, on suit beaucoup. Alors, nous, on est sur Slack en interne, mais par exemple, quand il y a des messages qui sont postés, on voit s'il y a des réactions, s'il y a des likes, des choses comme ça. On voit aussi dans les réunions qui sont organisées, comme là, ça peut être sur Zoom, les réunions où il y a plein d'échanges, dans la messagerie, des blagues qui sont faites, etc., et que ça n'arrête pas. On sent que les gens sont contents, il y a un certain enthousiasme. Alors, ce n'est jamais une vérité absolue, bien sûr, mais ça donne des petits signaux comme ça. Et à titre personnel, j'y étais particulièrement attentif.
Donc finalement, l'informel existe encore, mais il faut le détecter différemment. Et il faut le créer aussi différemment, parce que donc là, ce que dit Benjamin, c'est qu'il a recréé cet informel par ses conversations, mais on peut aussi créer de l'informel collectif, c'est-à-dire que nous, il y a eu quelques rituels qui ont émergé sur des modes collectifs pour continuer à garder le contact et qui ont eu un gros succès dès le début. Dernière question, on se recentre sur le manager. Qui dit manager dit style de management. Le manager et le style de management qu'on imaginait demain et qui arrivait plus vite, c'est lequel? Quel est le bon style de management et le bon manager? Si vous pouvez le résumer peut-être en 2-3 mots ou 2-3 phrases. Parce que j'imagine qu'il y a peut-être malgré tout dans ce contexte-là des managers qui vont être en difficulté, qui vont ne plus savoir être aussi efficaces qu'ils l'étaient. Même s'ils ont les clés, peut-être qu'ils n'auront pas les bonnes qualités. Donc, il faudra travailler sur de la formation de façon très poussée. Donc, le bon manager qui va être à l'aise, quel est son profil aujourd'hui? Alors, il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que le manager qui essaye d'être ce qu'il n'est pas, en général, force et puis soit abandonne, soit ça se sent. Donc, le premier point, l'authenticité. Je pense que les managers qui vont réussir sont ceux qui vont être capables d'être ouverts, c'est-à-dire ouverts sur l'extérieur, ouverts sur ce que vont leur dire leurs équipes, parce que comme on est en situation inédite, on n'a pas la réponse absolue, donc il faut être capable d'admettre que on ne va pas pouvoir décider seul. Donc tous ceux qui seront capables de générer du collectif, de l'expression, vont s'enrichir de différents points de vue. Et puis, être capable pour moi de se remettre en question, parce que comme vous l'avez dit, il y a des choses qui vont, pour réussir, il va falloir s'adapter. Ça veut dire qu'il va falloir aussi pour le manager être capable de lâcher des choses qu'il faisait avant, qui marchaient peut-être, mais d'être capable de se poser la question de qu'est-ce que je dois faire différemment pour aider mon équipe à évoluer. Parce que c'est en bougeant lui qui permettra à son équipe d'évoluer. Ça, c'est les points que je vois moi. Est-ce que tu en rajouterais, toi, Benjamin? Puis après, en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet dans ces moments complexes et d'incertitude. En fait, le naturel revient encore plus que d'habitude au galop. Et donc, en fait, il me paraît essentiel de rapprocher son style de management de sa réelle personnalité parce qu'il peut parfois arriver que on ne laisse entrevoir qu'une certaine dimension. Là, je pense qu'effectivement, l'authenticité est hyper important. Et après, on est inégaux parce qu'il y a des personnes qui sont naturellement à l'aise dans l'inconfort, dans l'incertitude, d'autres qui le sont moins. Donc, il y a un lâcher-prise qui, à mon avis, est hyper important. Faire confiance aux équipes, les écouter et prendre des risques parce que tout se construit sous nos yeux. Et en fait, il faut prendre ces risques justement pour se réinventer. Merci beaucoup. C'était une bonne conclusion et une bonne conclusion de toute cette session de Daily Talk qui nous a amené jusqu'à cette phase. Merci de votre participation. Excellent week-end et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.